Maintenant, dans son atelier, elle regarde la poussière danser dans la lumière du soleil matinal qui filtre à travers la fenêtre sale. L'odeur familière de l'huile de moteur, des copeaux de métal et de la chaleur du désert l'enveloppe comme l'étreinte d'un vieil ami. Un mur d'outils est accroché devant elle, chacun méticuleusement rangé. L'héritage de son grand-père, écrit en clé et en jeu de douille, chacun marqué de son écriture précise et cerclée. Elle tend la main pour toucher la clé porte-bonheur, la plus grande en acier chromé, lisse à force d'avoir été utilisée pendant des décennies, déjà chaude sous les soleils du Nouveau-Mexique. Son grand-père avait toujours affirmé que cette clé n'avait jamais manqué de résoudre un problème, même si elle avait vu en utiliser beaucoup d'autres lorsqu'il réparait quelque chose. La chance, ce n'est pas de savoir quel outil utiliser, disait-il avec un clin d'œil, c'est de frapper quelque chose jusqu'à ce que ça marche. Cette pensée lui fit sourire alors que ses yeux la piquaient. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles et elle s'attendait toujours à entendre ses pas lourds derrière elle, anticipant toujours sa voix bourrue, l'appelant Mishka chaque fois qu'elle se perdait dans ses pensées. Au lieu de cela, elle entendit le crissement des pneus sur le gravier à l'extérieur. Un autre sympathisant venait sans doute partager des anecdotes sur la façon dont Yvonne Turov avait réussi à faire rouler ce vieux camion bien après leur date de péremption. Elle avait perdu le compte du nombre d'agriculteurs qui s'étaient arrêtés parler de son grand-père avec le révérend, habituellement réservé aux faiseurs de miracles. Misha appela une voix familière depuis l'entrée, vieille et fatiguée, mais chaleureuse. « Vous êtes là derrière, Monsieur Stevens ?» répondit-elle en essuyant rapidement ses yeux. Elle se retourna pour voir le vieux rancher se frayer un chemin à travers l'atelier, son chapeau usé à la main. « Je voulais juste voir comment vous vous installiez, » dit-il en observant l'aspect préservé et ambré de l'atelier. « Et vous dire encore une fois à quel point je suis désolé pour Avan. C'était un homme bien. Il a sauvé mon ranch plus de fois que je ne peux compter. » Misha acquiesça. Il avait le don avec les machines, c'est vrai. Steven changea de position. « Je sais que c'est encore tôt, mais, mon vieux F-350 fait à nouveau ce bruit qu'Avan savait toujours réparer. Je déteste demander, mais ramenez-le demain matin, dit Misha. Je connais aussi l'astuce. » Le visage du vieux rancher s'illumina le visage du vieux rancher. « Merci, Misha, ou je suppose que tu es M. Tarov maintenant. Je veux dire, je sais que tu as ton propre style avec ton diplôme d'ingénieur et tout, mais certains problèmes ont juste besoin d'une touche spéciale, dit Misha, reprenant l'une des expressions préférées de son grand-père. Et s'il te plaît, continue à m'appeler Misha. » Après le départ de Steven, Misha se retrouva attiré par le bâtiment arrière. La grande porte en acier était fermée, comme elle l'avait été depuis avant les funérailles. Elle sortit ce clé, un impressionnant trousseau, chacune méticuleusement étiquetée de la main de son grand-père, et trouva celle qui était simplement marquée « Projet spécial ». La serrure s'ouvrit avec une fluidité familière. Elle se souvenait de la première fois où son grand-père l'avait amenée ici, se souvenait comment, à 12 ans, elle s'était figée sur Placea, la vue de ce qui l'attendait à l'intérieur. 15 ans plus tard, elle ressentait le même sentiment d'émerveillement lorsqu'elle poussa la porte. La lumière du soleil inonda une métal bleu-gris élégant, soulignant des courbes qui semblaient défier les lois de la physique. La navette était inerte, mais toujours gracieuse, sans aucune trace de rouille, malgré les décennies qui s'étaient écoulées depuis que les Vandales l'avaient abandonnée ici. Longue de 6 mètres et haute de 3 mètres, elle dominait l'espace, tout en semblant petite pour ce qu'elle était, un morceau plus rapide que la lumière. Le carnet de notes de son grand-père était toujours posé sur l'établi à côté, ses pages remplies de décennies d'observations, de théories et de documentation, minutieuses sur chaque test et tentative de comprendre la technologie extraterrestre. Elle prit le plus ancien, ses pages ramollies par le temps, et l'ouvrit à la première entrée. « Ils ont dit que c'était irréparable. Je vais voir ça. » Misha passa sa main le long du trou de la navette, sentant la résistance et la douceur qu'aucun matériau terrestre ne pouvait atteindre. « Ne t'inquiète pas, grand-père, » murmura-t-elle. « Nous y arriverons.
Misha s'assit en tailleur sur l'ancien établi de son grand-père, entouré de ses carnets, chacun contenant des années d'observation, de croquis et de théories sur les systèmes de la navette. Son écriture russe soignée remplissait page après page de connaissances mécaniques qui faisaient en passer ses professeurs d'ingénierie pour des étudiants de première année. Elle prit l'un des derniers volumes, commencé 5 ans auparavant. Un schéma détaillé montrait le système de propulsion de la navette, ou du moins ce que son grand-père avait pu reconstituer. L'approche de V était douloureusement compliquée, reposant sur des systèmes parfaitement synchronisés qui devaient tous fonctionner en harmonie, sans redondance, murmura Téline, feuilletant d'autres pages. Pas de solution de secours si un composant tombe en panne, tout s'écroule. Elle jeta un coup d'œil à la navette. Est-ce pour ça qu'ils t'ont abandonné? Parce qu'ils n'arrivaient pas à tout aligner parfaitement. La navette était silencieuse dans la lumière chaude de l'après-midi. Son hall semblait absorber les rayons du soleil, prenant un aspect presque nacré. Misha avait passé d'innombrables heures, adolescente, à étudier cette surface, essayant de comprendre comment elle pouvait être si lisse et pourtant si résistante. Même avec son diplôme d'ingénieur en aérospatial, elle ne pouvait toujours pas l'expliquer. Elle se retourna vers ses cahiers et sortit le dernier volume de son grand-père. La reliure était encore rigide. Il avait à peine commencé à l'écrire avant sa crise cardiaque. Les premières pages contenaient ses notes précises et familières, mais ensuite son écriture était devenue plus agitée, presque désordonnée. « Il pense qu'elle est cassée parce qu'elle n'est pas parfaite », lut-elle à voix haute. Mais c'est si c'était justement le but? Et si l'asymétrie dans le champ n'était pas un défaut, mais une caractéristique qu'il n'avait jamais compris? Misha se redressa. Elle connaissait ce ton dans son écriture, c'était le même qu'il avait utilisé lorsqu'il avait trouvé comment faire fonctionner le camion de M. Steven avec une courroie de distribution fabriquée à partir de fils de fer tressés. La page suivante contenait des calculs et des croquis précipités montrant des flux d'énergie qu'aucun ingénieur, ni humain, ni vendeur, n'aurait jamais considérés comme viables. « L'imperfection crée un vortex », lut-elle en elle-même. Pas propre, pas élégant, mais plus puissant. Ils sont tellement concentrés sur l'asymétrie qu'ils ne voient pas le potentiel. Elle sauta de l'établi et fit le tour de la navettaine la regardant avec un regard neuf. Les vendeurs auraient détecté le déséquilibre du champ et le système de propulsion et l'auraient immédiatement déclaré irréparable. Toute la philosophie de l'ingénierie était construite autour d'un alignement parfait et de l'harmonie, mais son grand-père avait vu quelque chose de différent, quelque chose qui lui rappelait la façon dont il avait abordé un tracteur en panne, non pas en essayant de le restaurer selon les spécifications d'usine, mais en trouvant des moyens de le faire fonctionner mieux qu'un tracteur neuf. « Tu n'es pas cassé, » dit-elle à la navette. « Tu n'es simplement pas ce qu'il pense que tu devrais être. » Elle se précipita vers l'établi et commença à sortir d'autres cahiers qu'elle étala sur la surface. Des motifs émergèrent lorsqu'elle croisa des entrées de différentes années. Son grand-père avait méthodiquement testé différentes sources d'énergie et différentes configurations, non pas pour réparer le défaut du système de propulsion, mais pour comprendre comment l'exploiter. La dernière entrée du dernier cahier était différente des autres. L'écriture était tremblante. Il avait dû l'écrire juste avant la fin, mais les mots étaient clairs. « Mishka, j'ai enfin compris. L'ombre n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin d'être libérée. Tout ce que tu dois savoir est ici. Assemble les pièces. Ça n'a pas besoin d'être parfait, juste mieux. » Mishka toucha les mots délicatement. Sentant l'empreinte que son stylo avait laissée sur le papier, elle sortit son propre cahier. Une tablette numérique élégante qui semblait rudimentaire à côté de la technologie de pointe, mais pourtant très avancée par rapport au cahier de son grand-père, et commença à prendre ses propres notes. « D'accord, grand-père, » dit-elle. « Voyons voir ce que tu as trouvé. » Elle travailla toute la soirée et une partie de la nuit, corrélant les données issues de décennies de tests. Son grand-père avait été brillant, mais plus encore, il avait été patient. Chaque test raté,
Chaque résultat inattendu avait été soigneusement documenté. Elle comprenait maintenant que ces échecs n'étaient pas des échecs, mais des indices pointant vers quelque chose que le Vandar n'avait même jamais envisagé comme possible. La vieille cafetière de l'atelier crachotait en arrière-plan tandis qu'elle travaillait, remplissant l'air d'une odeur de café moulu. Dehors, les grillons chantaient dans la fraîcheur de la nuit du désert, mais Misha ne les remarquait guère. Perdu dans ses chiffres, ses théories et ses possibilités, son esprit s'emballant à l'idée de ce qui pourrait être possible, la dernière intuition de son grand-père était correcte. L'aube la trouva toujours à son établi, entourée de vieux cahiers et de nouveaux calculs, les yeux rougis par le manque de sommeil, mais brillants d'excitation, car maintenant elle comprenait aussi que la casse locale n'était pas grand-chose. À voir, juste des hectares de métal rouillé cuisant sous le soleil du Nouveau-Mexique, mais pour Témisha, qui marchait entre les tours de voitures à la casse et les anciens équipements agricoles, c'était une mine d'or de possibilités. Elle appela à nouveau Manuel depuis son petit bureau alors qu'elle s'approchait. Le vieil homme dirigeait cet endroit depuis sa naissance. « Qu'est-ce que tu cherches cette fois-ci » Misha sortit un cahier de sa poche arrière, l'un des siens, rempli de minutieux croquis de composants dont elle avait besoin. Tout ce qui contenait des bobines de cuivre, de vieux alternateurs, des transformateurs, ce genre de choses. Et j'ai besoin de plus de ces cellules solaires provenant de ce panneau abandonné que tu as récupéré le mois dernier. Manuel secoua la tête, mais il souriait, tout comme son grand-père. Il avait toujours été l'homme qui transformait les déchets de Saint-Trésor. Il fit un signe de la main vers la cour. « Tu sais où tout se trouve, mais fais attention, j'ai vu un serpent à sonnette hier. » Elle passa les heures suivantes à fouiller dans la cour, testant les composants avec le multimètre qu'elle avait toujours sur elle. Les systèmes d'alimentation de la navette extraterrestre fonctionnaient selon des principes qu'elle commençait seulement à comprendre, mais les notes de son grand-père suggéraient que les concepts de base de l'induction électromagnétique s'appliquaient toujours. Elle avait juste besoin de trouver les bons matériaux pour s'y connecter. Le soleil était haut dans le ciel lorsqu'elle trouva ce dont elle avait vraiment besoin. L'épave d'un vieux Siberu Tesla dont le système de batterie était presque intact. « Parfait », murmura-t-elle en planifiant déjà comment adapter ses circuits de gestion de l'énergie. De retour à l'atelier, elle disposa sa trouvaille sur le sol en bétonna à côté de la navette. Les notes de son grand-père décrivaient des dizaines de tentatives pour mettre sous tension les systèmes extraterrestres, chacune soigneusement documentée avec des croquis et des mesures. Il avait travaillé méthodiquement et pris des mesures prudentes, mais Misha avait quelque chose qu'il n'avait pas. Des composants électroniques modernes capables de gérer le type de puissance dont la navette avait besoin. Elle démonta les systèmes Tesla en conservant les circuits de contrôle essentiels et en jetant tout ce qui était inutilement complexe. L'approche de Vander en matière d'ingénierie reposait sur une série infinie d'interactions mécaniques à la Rubel Goldberg pour produire des effets complexes spécifiques, mais parfois elle pensait qu'il suffisait de faire confiance à une conception simple et robuste. « D'accord, » dit-elle à l'atelier vide. « Voyons si ça marche. » La FREL, première tentative d'interfaçage entre les systèmes humains et extraterrestres, se solda par une pluie d'étincelles et une odeur de silicium brûlé. Misha nota l'échec dans son carnet, notant les valeurs exactes de tension et de courant qu'elle avait observées juste avant que tout ne se passe mal. La deuxième tentative a duré plus longtemps, mais s'est terminée par un bruit qui l'a fait se réjouir de porter des lunettes de sécurité. Elle a également documenté cet échec, ajoutant sa propre théorie sur les raisons de cet échec. Les jours ont passé, le sol de l'atelier est retrouvé jonché de composants brûlés et de tentatives abandonnées. Elle a continué à faire fonctionner le camion de M. Steven et à réparer le tracteur de Rodriguez, mais elle consacrait tout son temps libre à essayer de comprendre comment combler le fossé entre la technologie terrestrite, l'ingénierie extraterrestre. La percée survint comme souvent, alors qu'elle travaillait sur toute autre chose. Elle remplaçait le système d'injection de carburant d'un vieux John Deere appartenant à un fermier lorsqu'elle remarqua que l'aluminium corrodé s'était lié à l'acier d'une manière inhabituelle. Quelque chose dans la structure métallique avait changé.
Cette nuit-là, elle tenta quelque chose de nouveau au lieu d'essayer d'interagir directement avec les systèmes extraterrestres. Elle utilisa de l'aluminium récupéré comme couche intermédiaire qu'elle chauffa et traita avec soin pour modifier sa structure. Les notes de son grand-père mentionnaient que certains métaux terrestres semblaient réagir avec les alliages extraterrestres. Il lui suffisait de trouver les bons ratios. L'atelier bourdonnait d'activité tandis qu'elle effectuait les dernières connexions. Les cellules solaires modifiées alimentaient en énergie-son interface hybride, tandis que des capteurs enregistraient chaque fluctuation pendant de longues minutes. Rien ne semblait se passer, puis le trou de la navette a commencé à vibrer. C'était subtil au début, plus perceptible qu'audible, mais progressivement les vibrations se sont transformées en un grondement profond qui semblait résonner dans ses os. Les mesures s'affichaient sur l'écran de son ordinateur portable, indiquant une augmentation constante des niveaux de puissance. Misha a retenu son souffle en lançant la phase suivante de la séquence de mise sous tension. C'était plus que ce qu'ils avaient obtenu auparavant. Les notes de son grand-père indiquaient des dizaines de tentatives qui avaient échoué à ce stade. Le métal extraterrestre semblait prendre vie sous ses mains. Cette étrange surface lisse commença à briller d'une douce lumière bleue qui pulsait au rythme des fluctuations de puissance. Elle pouvait sentir la chaleur qui s'en dégageait, non pas la chaleur brûlante d'une surcharge, mais la chaleur constante de système. Après un long sommeil, tout l'équipement de l'atelier s'est mis en marche et des écrans extraterrestres vieux de plusieurs décennies ont clignoté et se sont allumés, affichant des flux de données dans l'écriture angulaire de Vandar. Le vrombissement de l'énergie est devenu plus fort, remplissant l'espace de son champ extraterrestre. Misha murmura « J'aimerais que tu puisses voir ça ». Elle travailla toute la nuit, documentant soigneusement chaque lecture et observation. Le système d'alimentation hybride maintenait une puissance constante, alimentant les systèmes d'éveil de la navette sans une seule pointe ou fluctuation. Ce n'était pas très esthétique, son interface improvisée aurait pu horrifier n'importe quel ingénieur, mais cela fonctionnait. Alors que l'aube peignait le ciel du désert de nuances roses et dorées, Misha s'est adossée et a contemplé son œuvre. La navette ronronnait, ses systèmes en ligne pour la première fois depuis des décennies. Elle n'était pas encore entièrement fonctionnelle et Misha commençait seulement à comprendre ses systèmes les plus complexes, mais elle était vivante. Elle sortit le dernier carnet de notes de son grand-père et y ajouta une note de sa propre. Main, première mise sous tension réussie, système stable, ratio d'aluminium identifié. Ce n'est que le début. Le premier touriste arriva un mardi. Misha était plongée dans les systèmes de navigation de la navette lorsqu'elle entendit le crissement caractéristique des pneus sur le gravier, suivi d'une voix inconnue qui criait « Bonjour, c'est ici qu'il y a ces lumières étranges !» Misha trouva Une femme d'âge moyen, équipée d'un appareil photo professionnel, jetait un œil à l'intérieur de la boutique. « Je travaille pour l'Albuquerque Journal », dit-elle. Nous avons reçu des rapports faisant état de phénomènes étranges dans cette zone, des lumières dans le ciel, des bruits inhabituels. Nous travaillons simplement sur du matériel spécialisé, répondit Misha en se déplaçant pour bloquer la vue de la femme sur l'arrière du bâtiment. Il n'y a rien qui mérite d'être rapporté, ajouta-t-elle. Mais les mots se répandirent rapidement dans la petite communauté au sujet de l'étrange lueur provenant de la boutique de tarot et du profond l'étrange lueur provenant de la boutique de tarot et le grondement sourd qui faisait parfois trembler les fenêtres à 1 kilomètre à la ronde. Misha a installé de lourds rideaux et ne travaillait plus que la nuit, mais elle ne pouvait pas tout cacher. Le docteur James Wilson est arrivé une semaine plus tard. Il était plus petit que ce à quoi Misha s'attendait d'un scientifique du gouvernement, avec des yeux bienveillants, derrière des lunettes à monture métallique et des cheveux prématurément grisonnants. Il portait un appareil qui semblait artisanal et affichait des mesures d'énergie fascinantes, a-t-il, en étudiant l'écran de son appareil, comme je n'avais jamais vu auparavant. « Puis-je entrer » Misha faillit le renvoyer comme les autres, mais quelque chose dans sa curiosité sincère lui rappela son grand-père. Elle le laissa entrer dans l'arrière-boutique. « Oh,
s'exclama-t-il en voyant la navette. « Oh mon Dieu !» Il l'encercla lentement, son appareil émettant des bips. « L'interface est remarquable. Cela ne devrait pas fonctionner du tout, mais d'une manière ou d'une autre, la résonance doit être parfaite. » Misha se surprit à expliquer trop parfait, et ça ne marche pas, il faut une oscillation aléatoire, ce qui lui valut un regard noir. Tu comprends les principes en jeu? Elle lui montra ses cahiers, ceux de son grand-père et les siens. Bientôt, ils étaient plongés dans une discussion sur la dynamique des champs quantiques et les modèles de résonance électromagnétique. Ça faisait du bien de pouvoir enfin parler à quelqu'un qui comprenait les aspects techniques de ce qu'elle avait accompli, mais d'autres le remarquaient aussi, loin, dans une autre partie de la galaxie, un vaisseau éclaireur Vandar reçut un signal étrange provenant d'une balise, vieille de 10 ans. « Impossible !» marmonna-t-il, sa peau métallique reflétant la lumière crue de l'écran du vaisseau. « Cette signature, mais le moteur est irréparable. » Il zooma sur la source, une structure primitive et un village tout aussi primitif. Les schémas énergétiques étaient erronés, chaotiques, rien à voir avec l'ingénierie Vandar, mais ils provenaient indubitablement de leur navette expérimentale disparue depuis longtemps. « Tracez une trajectoire », ordonna-t-il. « Quelqu'un profane notre technologie, cela ne peut pas durer. » Misha effectuait des diagnostics sur le système de gravité artificielle de la navette lorsque les ombres de l'atelier se déplacèrent à travers la fenêtre. Elle vit une lumière bleu-blanc descendre du ciel. Le docteur Wilson leva les yeux de ses instruments, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. « Ce n'est pas l'un des nôtres, » dit-il. Silencieusement, le vaisseau Vandar atterrit avec une délicatesse précise dans le désert derrière l'atelier. Il était plus petit que Misha l'avait imaginé, à peine 2 fois plus grand que la navette de son grand-père, mais ses lignes épurées témoignaient d'une technologie bien supérieure à celle de la Terre. Le commandant Vétard se baissa pour entrer par la porte arrière de l'atelier. Il mesurait près de 2 mètres. Sa peau métallique bleu-gris reflétait la lumière de l'atelier. 2 officiers ingénieurs le suivaient, leurs mouvements étaient vifs et précis, selon Vector, dont le traducteur rendait les mots dans un anglais clair. « C'est ici que notre prototype a atterri. » Misha s'interposa entre eux et la navette. « Elle a été abandonnée. J'ai des documents qui le prouvent. »« Abandonnée ?» L'expression de Vector se changea en indignation. Ce vaisseau contient une technologie militaire classifiée. Il a été déclaré irréparable et destiné à la destruction. Au lieu de cela, quelqu'un l'a gardé. « Mon grand-père l'a trouvé, » dit Misha. « Il a passé des décennies à l'étudier et je l'ai récupéré, en le faisant fonctionner. » Les ingénieurs Vandar échangèrent dans des regards incrédules. L'un d'eux sortit un appareil de scanette, le pointa vers la navette. Son expression passa du scepticisme à la confusion. « Commandant, » dit-il dans leur langue, que les notes du grand-père de Misha-Louis avaient appris à comprendre. « Ces mesures sont impossibles. Le champ de symétrie aurait dû détruire le moteur, mais j'ai réussi à résoudre le problème de résonance. » Misha l'interrompit et les Vandars le faisant tous se tourner vers elle. « Vos ingénieurs devaient se concentrer sur une symétrie parfaite. Le moteur fonctionne mieux avec des isolations asymétriques. »« Impossible, » a dit Vector. « Vous êtes une mécanicienne primitive dans un monde primitif qui a à peine découvert les vols spatiaux il y a moins de 3 générations. Vous ne pouvez pas comprendre notre technologie, encore moins l'améliorer. » Misha s'est approchée du panneau AIS de la navette. Elle a parié et a appuyé sa main sur le panneau qui s'est mis à bourdonner en réponse à son interface personnalisée. Les systèmes de la navette se mirent en marche sans à-coups et l'écran indiqua un flux d'énergie stable à travers son système d'alimentation hybride. Le scanner de l'officier ingénieur tomba sur le sol. « Ce n'est pas ça, les protocoles sont tous faux. La distribution de l'énergie devrait être uniforme, mais elle danse, » dit Misha. « Comme un battement de cœur, comme de la musique. » Elle se tourna vers Vector. « Vous avez essayé de le forcer à s'aligner parfaitement. Je l'ai laissé trouver son propre rythme. Ça suffit, Vector. Ce vaisseau appartient à la marine impériale Vander.
Vous allez le rendre immédiatement. » Non, Misha resta sur ses positions. C'était peut-être le vôtre, mais maintenant les systèmes d'alimentation sont ma conception, les interfaces de contrôle sont mon travail. Je n'ai pas simplement réparé une navette, j'en ai fait quelque chose de nouveau, de meilleur. Les yeux de Vector s'assombrirent de colère. Vous osez revendiquer notre technologie comme la vôtre? Je revendique mon propre travail, dit Misha, et je peux le prouver. Essayez d'accéder aux commandes vous-même. Le commandant se précipita vers le panneau central et appuya sa main dessus. Rien ne se passa. Les écrans restèrent immobiles, les systèmes ne répondant qu'à l'interface hybride de Misha. « Qu'avez-vous fait » demanda-t-il. Misha esquissa un petit sourire. « J'ai fabriqué un vaisseau spatial. » L'équipe d'ingénieurs Vanders pencha sur son équipement de diagnostic, marmonnant dans leur propre langue, essayant de comprendre les. Le commandant Victor faisait les 100 pas derrière eux, ses bottes laissant des traces précises sur le sol poussiéreux de l'atelier. « Le flux d'énergie n'a aucun sens, » dit un ingénieur, la frustration évidente dans les tonnes de sa voix. « Il devrait s'effondrer en cascade, mais au lieu de cela, il fluctue. » Misha s'appuya contre son établi, les bras croisés. L'interface apprend, elle s'adapte à la demande en énergie en temps réel. « Impossible !» dit le deuxième ingénieur sans lever les yeux de son scanner. « Vous ne pouvez pas simplement improviser avec les systèmes militaires. Regardez-moi. » Misha se dirigea vers la navette et appuya sa main sur le panneau central. Les écrans changèrent d'affichage, montrant l'acheminement de l'énergie à travers des systèmes que le Vandar n'avait jamais prévu de connecter. Votre approche traite l'ensemble comme un système unique et compliqué qui doit fonctionner d'une manière spécifique. Je l'ai fait fonctionner même si certains éléments sont un peu bancals. Vector s'avança. Contournez ces modifications grossières et ramenez la navette aux spécifications Vandar. Les ingénieurs essayèrent pendant 2 heures. Ils tentèrent tous les codes de contournement et toutes les séquences de réinitialisation de leur considérable base de données. Le système de la navette répondit à leur tentative par des bips joyeux, mais resta fermement sous le contrôle de Misha. Chaque réglage finissait par être réajusté par le système lui-même dans le cadre de ses séquences de programme. À l'extérieur, une foule avait commencé à se rassembler. La nouvelle de l'arrivée des Vandars s'était rapidement répandue. À travers la petite ville, des camionnettes et des voitures poussiéreuses roulaient sur la route, leurs conducteurs observant le vaisseau extraterrestre avec un mélange de crainte et d'inquiétude. Des fourgons commencèrent à arriver, leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel. Le docteur Wilson, qui venait souvent, répondit à son téléphone et parla à voix basse pendant un moment. « C'était mon contact à la NASA », dit-il à Misha. « Ils suivent 2 autres vaisseaux Vandar qui entrent dans le système solaire. » Les épaules de Vétar se raidirent. « Le prototype doit être récupéré si vous voulez. »« Si vous ne coopérez pas, vous ?» demanda Misha. « J'ai installé des dizaines de dispositifs de sécurité à l'intérieur. Si vous essayez quoi que ce soit, tout s'éteindra définitivement. » Le commandant se tourna vers elle, les yeux plissés. « Vous détruiriez une technologie militaire classifiée? Je protégerai mon travail, Misha. Tout ce qui rend cette navette spéciale, tout ce qui la fait fonctionner, c'est à moi. C'est l'héritage de mon grand-père. « Tarov, ingénierie !» s'écria l'un des ingénieurs, surpris d'avoir enfin réussi à accéder à un écran de diagnostic, mais les données qui défilaient n'étaient clairement pas ce à quoi ils attendaient. « Commandant, ce n'est pas un travail timide. Tout le système d'exploitation a été réécrit. Il répond à des commandes intuitives non documentées au lieu des protocoles formels, bien sûr, dit Misha. Parce que les machines n'ont pas besoin de formalités, elles ont juste besoin de fonctionner, elles ont juste besoin. Elle s'interrompit en se souvenant des mots de son grand-père. Elles ont besoin de la bonne touche. Une équipe de journalistes locaux s'était installée de l'autre côté de la rue, leurs caméras braquées sur l'atelier derrière eux. D'autres véhicules arrivèrent, des SUV noirs avec de plaques gouvernementales. L'histoire prenait une ampleur que personne n'avait prévue. Vector serra les poings à ses côtés. Cette situation ne pouvait pas continuer. Si vous ne nous rendez pas notre propriété de votre plein gré, alors quoi? La voix de Misha était tendue.
Regardez autour de vous, commandant. Tout le monde regarde. Tout ce qui se passe ici, le monde entier le verra. C'est ça que vous voulez montrer à la galaxie? Comment les puissants Vannar se font rouler par un mécanicien primitif? Le marshal Jessica Woodard arriva en milieu de matinée, son véhicule fédéral se frayant un chemin à travers la foule de badauds et les équipes de presse. Elle était exactement comme Misha l'avait imaginé. Une marshal fédérale aux traits burinés, aux cheveux gris courts et à l'expression qui suggérait qu'elle avait tout vu jusqu'à aujourd'hui. Une sacrée situation que vous avez ici, dit Woodward en observant le vaisseau Vandar et le cirque médiatique qui s'amplifiait. Les extraterrestres prétendent qu'on leur a volé du matériel militaire. Vous voulez bien m'expliquer? Misha la conduisit à son bureau où les documents de son grand-père remplissaient un classeur. Il a été abandonné, dit Eileen sortant les dossiers les plus anciens datant de plusieurs décennies. Nous avons des preuves. Les photos sont défraîchies, mais on voit clairement l'ombre d'un vaisseau en train d'être déchargé et des fonctionnaires Vandar en train de signer de documents. Son grand-père avait tout documenté, pressentant déjà qu'il pourrait avoir besoin de prouver la propriété un jour. Le docteur Wilson les rejoignit et ajouta sa propre analyse. La signature énergétique qui avait attiré leur attention était complètement différente de la conception originale de Vard Misha, n'avait pas réparé une navette. Elle avait construit un vaisseau entièrement nouveau à partir de vieilles pièces. À l'extérieur, le commandant Vetar parlait avec les superviseurs via une liaison holgraïque. Son expression devenait de plus en plus tendue à mesure que la conversation se poursuivait. Woodward étudia attentivement les documents. Ceci semble légitime, mais le droit des biens extraterrestres n'est pas vraiment ma spécialité. Je vais devoir consulter les experts du département d'État. Écoutez, dit Michaën, étalant les carnets de son grand-père. Chaque test, chaque modification, chaque découverte, tout est documenté. Je n'ai pas volé leur technologie. J'ai hérité d'une coquille vide et je l'ai transformée en quelque chose de nouveau. La radio de Marshal Grésilla, d'autres agents fédéraux arrivaient avec le personnel diplomatique. L'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention du monde entier. Il ne s'agit plus de propriété, dit Woodward. Il s'agit de la souveraineté technologique de la Terre. Le monde entier nous regarde. Nous sommes en train de créer un précédent. Misha regarda la foule qui s'amassait devant les caméras et les véhicules gouvernementaux. Ce qui avait commencé comme un projet privé, son lien avec son grand-père, était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Elle toucha la clé porte-bonheur à sa ceinture. Montrons-leur ce que l'ingénierie de la famille Dark peut faire. L'assemblée trop petite pour accueillir tout le monde. Marshal Woodward était assis en bout de table, entouré de documents. Le commandant Vetar et son conseil juridique occupaient d'un côté, tandis que Misha, le docteur Wilsonette, un avocat du gouvernement nommé à la hâte, prenait place de l'autre côté. Conformément à la section 47B du Code de sauvetage interstellaire, l'avocat de Vandar commença. Toute technologie militaire reste la propriété de son gouvernement d'origine, quel que soit son état ou les circonstances, sauf Mich l'avocat, a rétorqué que lorsqu'ils sont officiellement documentés comme déchets abandonnés en vertu du traité de New Delhi de 2087, elle a étalé les documents originaux. La navette était enregistrée comme déchet non récupérable et marquée pour être éliminée. Vector serra la mâchoire. Une erreur administrative. Non, a dit Misha en sortant d'autres documents de son grand-père. Vos ingénieurs l'ont déclaré. Irréparable. Ils allaient la mettre au rebut pour en récupérer les matériaux jusqu'à ce que mon grand-père leur a proposé de la leur retirer. Il a même payé des frais d'élimination. Marshal Woodward examina le reçu, rédigé en Vandar, officiel, ainsi que les montants en monnaie terrestre. Cela semble légitime, mais les modifications invalident toute revendication de propriété, insista l'avocat Vandar. Ces modifications grossières ont corrompu les systèmes d'origine au point de les rendre méconnaissables. Le docteur Wilson prit la parole. En fait, cela renforce la position de Mademoiselle Tarkov en vertu de la loi sur les brevets terrestres. Les innovations transformatrices sont valables en dehors du bâtiment fédéral. D'autres journalistes s'étaient rassemblés. M. Stevens était là, avec son vieux camion,
racontant aux journalistes comment 3 générations de Tarkov avaient fait vivre ferme locale. D'autres ont raconté des histoires similaires sur l'histoire, de la famille en matière d'innovation mécanique et de service à la communauté. L'avocat de Vandar a insisté. Le prototype contient une technologie classifiée que vous avez abandonnée. Misha l'a interrompu. Sur Terre, il y a 60 ans, tout ce qui est innovant dans cette navette est mon travail, mes conceptions. La haie. Seule raison pour laquelle vous en avez connaissance, c'est parce que mes améliorations ont créé une signature énergétique que vous n'aviez jamais vue auparavant. Marshall Woodward leva la main. J'ai consulté des experts en droit interstellaire. La documentation est claire, la navette a été légalement abandonnée et les droits de récupération sur Terre s'appliquent. Les innovations de Mademoiselle Tarkov sont donc protégées par les protocoles d'échange technologique établis après le premier contact. Le vecteur se leva brusquement. C'est inacceptable. Nous ferons appel à des autorités supérieures. Vous pouvez essayer. Woodworth répondit, « Mais ma juridiction relève directement du comité des chefs d'état-major. La navette reste où elle est. » Misha savait quelque chose n'allait pas dès son arrivée à l'atelier. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le parking de gravier, déserté par les équipes de presse et l'escurieuse habituelle. Elle trouva la porte arrière scellée par la technologie Vandar, un champ scintillant qui bourdonnait d'énergie. À l'intérieur, elle entendit le bruit caractéristique d'outils coupants. Ils essayaient de... « Démontez-le !» dit le docteur Wilson en se précipitant derrière elle. Le Vandal remplit un ordre d'urgence, affirmant que cette technologie représentait un risque pour la sécurité publique. Misha ne perdit pas de temps à discuter. Elle sortit, son téléphone, appela Marshall Woodward, puis courut vers l'entrée latérale de l'atelier, celle que son grand-père avait ajoutée il y a des années, cachée derrière une pile de vieux blocs moteurs. À l'intérieur, elle trouva le commandant Vector, qui supervisait ses ingénieurs qui tentèrent de retirer le noyau énergétique de la navette. Ils réussirent à contourner ses verrous externes, mais les interfaces hybrides leur donnaient du fil à retordre. « Arrêtez !» cria Misha. « Vous allez déclencher les dispositifs de sécurité. » Vétard se retourna, pas surpris par son arrivée. « Vos mesures de sécurité improvisées ont déjà été contournées. » Pas la sécurité, dit Misha. La sûreté. Les systèmes d'alimentation sont intégrés, vous ne pouvez pas simplement les déconnecter. Un sifflement aigu retentit dans l'air. Des voyants d'alerte clignotèrent sur l'écran de la navette, tandis que l'énergie commençait à propulser Cade à travers ses systèmes. « Le confinement est défaillant », rapporta l'un des ingénieurs, la voix tendue par l'inquiétude. « Les charmonix du champ, reculez !» Misha se précipita vers le panneau des axes, l'arrachait se plaignit précipitamment. « Vous avez créé une boucle de rétroaction dans le système d'alimentation. Si elle surcharge la navette... » Tout le vaisseau vibra sous l'énergie qui s'accumulait, les outils et l'équipement commençaient à vibrer et à cogner contre les murs de l'atelier. À l'extérieur, une alarme de voituresse mit à retentir. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Vector. « Qu'ai-je fait ?» Misha ne leva pas les yeux de son travail. « C'est vous qui avez essayé de démanteler les systèmes, vous ne comprenez. »« Rien! Restez là !» Les lumières s'éteignirent dans l'obscurité soudaine. Seul le sécran d'urgence de la navette fournissait un éclairage, plongeant tout dans une pâle lueur bleue. À travers les fenêtres, Misha peut voir que le courant est coupé dans tout le quartier. Elle redirige l'alimentation auxiliaire en marmonnant, les doigts dansant sur les commandes familières, évacuant l'excès de charge par le circuit secondaire. Le scanner de l'ingénieur étincelle puis s'éteint. Ces mesures sont impossibles. Cela n'existe dans aucune de nos bases de données, car ce n'est plus votre technologie, dit Misha en serrant les dents. C'est la mienne, si vous aviez pris le temps de comprendre au lieu d'essayer de le ramener à vos protocoles rigides. Le vin atteignit son apogée, puis s'évanouit soudainement. Le système de la navette se stabilisa, l'énergie circulant à nouveau sans encombre à travers les interfaces hybrides de Misha. Les lumières de l'atelier se rallumèrent alors que Misha poussait un soupir de soulagement. Marshall Woodward se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué d'agents fédéraux.
Derrière elle, les équipes de télévision installaient déjà leur matériel. Je pense que cela démontre exactement pourquoi la navette doit rester exactement tout. Il est, dit Marshall Woodward. Vector baissa légèrement les épaules. Le prototype a failli se détruire tout seul. Non, corrigea Misha. Vous vous trompez sur son fonctionnement. Il a failli se détruire. La navette va bien, mieux que bien. Elle s'est protégée grâce au système que j'ai conçu. Une lumière sur son téléphone indiqua que l'incident faisait déjà le buzz dans le monde entier. Des images de la surtension se propageaient sur les réseaux sociaux. Plus important encore, les services d'information extraterrestres reprenaient l'histoire. Le Vandar fixait la navette, les systèmes hybrides qui l'avaient si profondément transformé. Pour la première fois, Misha crut voir quelque chose qui ressemblait à de la compréhension dans son expression. Le commandant Vétard trouva Misha dans l'atelier tard dans la soirée, après que les équipes de presse se furent enfin dispersées. Elle était assise à l'ancien établi de son grand-père, examinant les derniers diagnostics de la navette. « Bonjour, vos méthodes sont peu orthodoxes, dit-il, mais je ne peux nier leur efficacité. » Misha leva les yeux, enfin prête à admettre que les humains avaient peut-être des connaissances en ingénierie. « Peut-être, » dit Vector en marquant une pause. « Peut-être avons-nous été trop rigides dans notre façon de penser. Votre grand-père a vu un potentiel là où nous ne voyons qu'un échec. Vous transformez ce potentiel en quelque chose d'inédit. » Il posa un cristal de données sur l'établi. « Mes supérieurs m'ont autorisé à vous proposer un poste. Nous aimerions créer un centre de recherche Joe Pointe-ici pour étudier vos technologies hybrides. » Misha demanda. « Dans l'atelier de mon grand-père, le premier institut officiel d'ingénierie humaine Vander sur Terre, avec vous, comme ingénieur en chef. » Misha ramassa la clé chanceuse de son grand-père, sentant son poids familier. À une condition. Cet atelier doit rester ouvert pour effectuer des réparations locales et aider la communauté. C'est tout autant l'héritage de mon grand-père que le reste. D'accord, dit Vector en tendant la main, un geste très humain. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. 6 mois plus tard, Misha tenait devant une classe d'étudiants en ingénierie, moitié humain, moitié Vandar. L'atelier était agrandi, mais les outils de son grand-père étaient toujours accrochés au mur, et la clé porte-bonheur était toujours à sa ceinture. La navette trônait fièrement. Ces systèmes hybrides constituaient désormais la base d'un tout nouveau domaine de l'ingénierie, mais plus important encore, elle représentait un pont entre deux approches de la technologie. La précision Vandar et l'ingéniosité humaine travaillant en harmonie. Première règle, dit Misha à ses étudiants en touchant la photo de son grand-père qui était maintenant accrochée à côté de ses outils. Il n'y a rien d'irréparable, il n'y a que des problèmes qui attendent la bonne touche. À travers la fenêtre, de l'atelier, elle pouvait voir le vieux camion de M. Steven garé à côté d'un élégant véhicule de transport Vandar. Les deux avaient besoin de réparation et les deux allaient être réparés.